Amis du groupe, bonjour et bienvenue dans T'es la famille en compagnie de Loïc et notre invité du jour est Madame Annie Lamère. Bienvenue sur le plateau d'Artep. Bonjour. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis donc Annie Lamère, je suis conseillère régionale écologiste d'Île-de-France sur la part Val-de-Marne. Voilà, je suis maman et mamie et j'ai vécu à Nogent pendant 35 ans. Ok. Quel a été votre parcours avant d'être dans la politique? Mon parcours, quand je suis sortie de mes études, j'ai travaillé dans l'aéronautique, hein. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait la Sodetec et je faisais de la minimisation de schémas électroniques. Et ensuite, j'ai repris des études et je travaillais dans la photo, mais plus en tant que technicienne, et j'ai été responsable de boîtes, successivement d'un magasin et ensuite d'un showroom. Je travaillais pour Broncolor et voilà, j'ai tenu le showroom de Broncolor et vendu du matériel de lumière, d'éclairage pendant quelques années. Voilà. Ok. Voilà. Quelles sont les motivations qui ont fait que la politique vous a intéressé? Alors en fait, c'est la politique qui est venue me chercher. Quand j'étais à Nogent, je militais à Amnesty International et c'était en 95 et il y avait une liste de gauche qui se constituait et on est venu me demander d'être sur la liste. Donc j'avais jamais fait de politique avant. J'étais plus une militante des droits humains, des droits humains. Et donc je me suis retrouvée troisième de liste. J'avais refusé d'être première puisque j'avais jamais fait de politique. Et j'ai été élue vraiment par hasard. Et voilà, c'est là où j'ai commencé j'ai été élue d'opposition à Nogent face à Madame de Becker. Ok. Vous avez quitté Europe Écologie Les Verts en 2023 après 25 ans de militanisme et un mandat de conseillère régionale. Qu'est-ce qui a été la goutte d'eau? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, il y a eu des sénatoriales et pour ces sénatoriales, les écologistes ne présentaient pas de candidats ni de candidates et ne soutenaient aucune liste. Et Monsieur Hakim Elouli est venu me voir en me disant: Annie, est-ce que tu veux te présenter derrière moi? Donc je lui ai dit: OK. Si tu rejoins le groupe des écologistes au Sénat si tu es élu, et si naturellement on ne se présente pas contre des écologistes. Et à ce moment-là, j'ai eu quelques soucis avec mon parti et ça m'a agacée, ça m'a agacée. Ça faisait 25 ans que j'étais dans ce parti. J'ai toujours été très très respectueuse des règles de ce parti. Et donc, j'ai rejoint ACLI, qui a été élu. Et alors, celles et ceux qui voulaient me sanctionner ont été celles et ceux qui étaient les premiers au Sénat avec Monsieur Akli Milouli pour être sur la photo et pour dire bravo à Akli Milouli. Donc, ça m'a agacée. Donc, j'ai quitté, mais je suis revenue, hein. J'ai quitté pendant un an ce parti. Mais je suis profondément écologiste et de gauche, et donc je me sentais pas aller dans un autre parti. Et comme tu le dis, Loïc, je suis Ouais. conseillère régionale, et donc j'appartiens à un groupe. Et par respect de mon groupe, je suis revenue chez les écolos. Ok. 5e question. Vous parlez beaucoup de violences sexuelles. Vous avez été l'une des premières à dénoncer publiquement Denis Baupin en 2016, 9 ans après. Où en est selon vous? Où en est selon vous? Où on en est? Oui, on en est selon vous. Écoutez, oui, en 2016, j'ai fait partie des 4 femmes qui ont dénoncé publiquement Denis Baupin pour agression, violence sexuelle. Au final, il nous a attaqués au tribunal et on a gagné.
Où on en est? Je pense que ça, enfin nous c'était avant MeToo, hein. On a été vraiment les premières à publiquement dénoncer des violences sexuelles dans un parti politique et de la part d'un élu, hein. Il était député et président de l'Assemblée nationale à l'époque où on l'a dénoncé. Et je pense que ça a permis de se rendre compte qu'on n'était pas les seuls, hein. En fait, ça a libéré la parole. Où on en est maintenant, je pense que on a avancé grâce à cette libération de la parole. Néanmoins, regarde, il y a toujours autant, si ce n'est plus, de féminicides. C'est toujours aussi compliqué d'aller porter plainte. C'est toujours aussi compliqué d'être entendu et d'aller jusqu'au tribunal. Donc, il y a encore du boulot et donc il faut des moyens. Et je pense que même si Monsieur Macron nous a dit qu'il allait mettre les moyens, ben non, il les a pas mis. Et puis bon voilà, quand on voit la réaction de Madame Brigitte Macron qui traite les féministes de sales connes, et ben je pense qu'on a encore vraiment beaucoup de boulot. Ok, ok. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots ce que représente pour vous la notion de la famille aujourd'hui? Alors la famille aujourd'hui, alors la famille, eh ben, c'est plus la famille telle que traditionnellement on l'a considérée, c'est-à-dire un papa, une maman, des enfants, et puis on reste toute la vie ensemble, même si on est malheureuse ou malheureux. La famille, eh ben, on se la construit, ça peut être deux papas, ça peut être deux mamans, ça peut être qu'une maman, ça peut être qu'un papa, et avant tout, c'est celle qu'on se construit, c'est l'entourage qu'on se choisit. En fait, voilà, je pense qu'il n'y a pas la famille au sens propre du terme, il y a des familles, il y a plusieurs modes de famille. Et ce qui est important, bah, c'est que la famille, ou les familles, que les enfants, les parents, le parent, le- soient heureux. Et je crois que c'est ça qui est important pour moi. C'est pas rentrer dans un schéma qu'on voudrait, un schéma traditionnel et imposé. Ok. Comment votre propre expérience familiale a-t-elle influencé votre parcours professionnel et votre vision de la famille? Alors, mon parcours professionnel, je crois que je me suis un peu débrouillée toute seule. Moi, je viens d'un milieu populaire. Je viens d'un milieu où ben il n'y avait pas de livres, où on n'avait pas fait d'études, même si enfin, je considère que ne pas faire d'études, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Voilà, je suis issue de l'immigration, hein, de l'immigration maghrébine. Euh, et ça m'a construite, moi, je dirais, en tant qu'individu. Alors, et ça construit surtout, ça a fait que je suis devenue ce que je suis. Et comme tout le monde, peut-être un peu plus battante que d'autres, parce que rien n'a été simple et que j'ai dû me fabriquer toute seule. Ok, ok. Dans quelle mesure les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont-ils modifié les relations intrafamiliales comme la communication, les conflits et les liens d'intergénérationnels? Alors, je pense qu'on est toutes et tous, quelles que soient les générations, un peu trop sur nos téléphones portables. Et j'avoue que moi aussi, j'ai l'impression de l'être un peu trop. Et voilà. Et je pense qu'il faut vraiment le laisser de côté et communiquer, faire des choses ensemble, s'amuser, s'engueuler, parce que c'est comme ça, c'est la vie, se parler en fait. Et je pense que les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Et voilà, alors après, comment on fait? Parce que je suis pas pour l'interdiction. Rien, enfin, je pense que c'est plus dans la formation et dans l'explication. Et mais j'ai pas de baguette magique sur le sujet. De toute façon, sur aucun sujet, j'en ai. Mais je pense que ça fait, oui, ça fait du mal. Je le vois, hein, moi qui suis souvent dans le métro, dans le RER, je vois tout le monde sur son portable. Avant, on bouquinait. Maintenant, tout le monde est sur son portable. Hum, et puis c'est pareil à la maison où échanger t'es là par un SMS plutôt que de dire est-ce que t'es là et de le dire tout haut. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Ok, ok. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les familles recomposées aujourd'hui?
Alors je sais pas, je pense que, comme je disais tout à l'heure, chaque famille est différente et chaque famille recomposée est aussi différente. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que les enfants ne deviennent pas les otages des conflits des parents et donc que les enfants puissent voir leurs parents, leurs deux parents, que les enfants, oui, qui rentrent pas dans ces guéguerres. Et après, une famille recomposée, ben, ça peut être très chouette, hein. Tu sais, dans une famille, tant qu'on s'aime, eh ben, tout va bien. Ok. Quelles politiques ou pratiques d'entreprise considérez-vous comme les plus efficaces pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale? Est-ce qu'il y a un modèle particulier qui est mieux que les autres? Je ne sais pas. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des horaires qui puissent permettre de passer du temps avec ses enfants, avec les siens. Moi, je pense particulièrement quand tu me poses cette question, Loïc, à ces femmes qui ont des temps partiels imposés, oui, qui travaillent sur une journée 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ou avec des transports entre les deux. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, à faire que les personnes qui ont des boulots souvent qui sont compliqués en plus puissent avoir aussi un temps pour elles, même si c'est pas avec des enfants, même si c'est pas avec leurs enfants, qu'ils puissent avoir un temps pour elles. Et donc ces temps partiels imposés ou ces temps où pour certaines qui doivent avoir plusieurs boulots pour pouvoir s'en sortir. Donc il n'y a pas de modèle idéal. L'idéal c'est de pouvoir être bien dans son boulot et dans sa vie tous les jours. Ok. Euh, Désolé. Comment analysez-vous l'impact du télétravail sur le dynamisme familial depuis la pandémie du Covid-19? Alors, je pense que ça peut être très bien le télétravail. Je pense que ça peut être très bien tant que ce n'est pas que du télétravail, parce que je pense que dans une entreprise, enfin dans un groupe, il y a aussi un groupe, il y a la vie sociale à l'intérieur de l'entreprise, et d'être tout seul chez soi tout le temps pour travailler, je pense que c'est pas une bonne chose. Et en même temps, le télétravail permet ben, d'avoir moins de transport, d'avoir plus... Voilà, si on a moins de transport, surtout en Île-de-France, quand on voit parfois, il y a des personnes qui ont 1 heure le matin, 1 heure le soir, si on peut au moins sur une journée, voire 2 jours par semaine, avoir ces 2 heures de trajet en moins, surtout quand ça dysfonctionne, et comme ça dysfonctionne assez souvent, eh bien, c'est tout bénéfice, et c'est bénéfice aussi pour sa santé psychologique, psychique et mentale. Ok, ok. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans la vie publique, politique et professionnelle? Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, comme je te disais tout à l'heure, on est venu me Ouais. chercher, et ensuite, eh bien, je me suis rendu compte, surtout à l'époque de Madame de Becker, en fait, j'étais sur un apprentissage très rapide. Euh, j'ai beaucoup milité avec la FCPE parce que mes filles devaient aller à l'école Marie Curie, hein, à l'école radioactive, sur un site radioactif. Donc j'ai appris très vite. J'ai appris très vite à me mobiliser pour faire fermer cette école, et puis on y est arrivé, hein, ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Mais ce qui m'a mobilisée aussi, c'est de voir combien euh, un maire, une mère en l'occurrence, pouvait exclure tout un pan de la société, tout un pan de sa ville. Et une chose qui m'avait vraiment mobilisée quand je suis arrivée au conseil municipal, c'est de voir des tracts de la fondation Le Jeune dans le hall de la mairie. Et la fondation Le Jeune, c'est une fondation qui milite contre l'IVG. Et donc, ça n'avait rien à faire à la mairie. Et donc, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que moi, en tant que femme, j'ai eu envie un petit peu de faire changer les choses. C'était compliqué, on s'est beaucoup battu, mais elle n'est pas repassée. Ok, ok. Quelle, quelle est votre stratégie pour améliorer la collecte et le tri des déchets dans la ville? Alors moi, j'ai toujours le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc déjà, nous-mêmes,
en tant qu'individu, faire qu'on ait moins de déchets dans nos poubelles. Il y a une autre chose, c'est depuis début 2024, en théorie, les biodéchets doivent être récoltés. Et à nos gens, ben, les biodéchets, on en fait quoi? C'est-à-dire nos épluchures, tout ce qui pourrait aller dans des composteurs. Moi, je vois pas de composteurs à nos gens. Je ne vois pas. On pourrait très bien en mettre dans certains endroits des composteurs collectifs. On n'en a pas. Donc, il n'y a aucune récolte des biodéchets. Et c'est complètement stupide d'envoyer des biodéchets dans un incinérateur alors qu'on pourrait le biodéchet, ça permet d'avoir du compost, ça permet de les mettre sur nos jardins, ça permet beaucoup de choses. Et donc non, à nos gens, ça n'existe pas, ça ne se fait pas, alors que la loi l'impose et qu'il y a des aides pour le faire. Ok. Comment la municipalité devrait impliquer les habitants dans la prise de décision lors du conseil municipal? Alors, lors du conseil municipal, il y a la loi. Donc, pendant le conseil municipal, ce sont les élus, les personnes que vous avez élues qui vous représentent. Néanmoins, il y a possibilité à la fin du conseil municipal d'arrêter le conseil sous sa forme au niveau de la loi et peut-être faire qu'il y ait des allers-retours avec les personnes qui sont dans le public. C'est ce que je faisais, c'est ce qu'on faisait dans le 2e arrondissement quand j'y travaillais. Il y a aussi possibilité d'avoir des référendums locaux sur des projets en particulier. Et moi, ce que je pense, c'est que chaque projet, on doit le travailler avec les habitantes et les habitants concernés. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Ok, ok. Selon vous, comment la police municipale et la police nationale pourraient collaborer ensemble face à la délinquance? Alors, moi, quand la police municipale a été créée, j'étais pas pour. J'étais pas pour parce que je pense que la sécurité, c'est régalien. Ça doit être l'État et que tout le monde doit avoir accès à une police nationale de qualité partout sur le territoire. Malheureusement, à l'époque de Sarkozy, on a réduit le nombre de policiers parce qu'on a réduit le nombre de fonctionnaires. Donc il y a eu ces polices municipales qui ont été créées. Maintenant, elles existent, elles sont là. Donc moi, je pense que la police municipale devrait être plutôt une police de proximité, une police du quotidien, celle qu'on voit sur l'espace public, celle qu'on peut aller voir, celle avec laquelle on peut avoir des relations. Et voilà. Et pour moi, elle est complémentaire de la police nationale. Pour moi, la police nationale doit avoir plus de moyens, elle n'en a pas assez. Elle doit travailler dans de bonnes conditions et elle ne travaille pas dans de bonnes conditions la plupart du temps. Donc je pense que ce sont deux polices complémentaires et pour moi la police municipale est plus une police du quotidien et c'est une police qui n'est pas, pour moi, ne devrait pas et ne doit pas être armée. C'est une police de proximité et plus dans le lien avec les habitantes et les habitants. Ok, ok. Si demain vous pouviez être maire ou président de la République, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour sauver soit la réputation de la ville ou de la France? Alors, présidente de la République, ça n'arrivera jamais, et c'est certainement tant mieux pour moi et pour le pays. Maire, en tout cas maire de nos gens, je ne le serai pas. Mais en tout cas, moi, la première chose que je ferais, enfin les premières choses, parce qu'on ne fait pas qu'une première chose, mais moi, je pense que associer les habitantes, les habitants aux décisions et expliquer les choses. Parce que moi, je pense qu'il y a de l'intelligence chez chacune et chacun peut comprendre comment fonctionne une mairie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et je pense que c'est la première des choses que je ferais, c'est associer les habitantes et les habitants. Si vous aurez un mot ou une phrase à dire pour encourager les jeunes ou les personnes qui ont un projet concret pour réussir dans leur vie. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez faire. Alors naturellement, on va vous dire, il faut travailler à l'école. Oui, il faut avoir un socle, il faut avoir une base. Néanmoins, et moi je le regrette, en France, on a arrêté de donner de la valeur au travail manuel. Et on a beaucoup de mépris pour les gens qui travaillent de leurs mains. Et je pense que, enfin, je pense que tous les jobs, tous les métiers sont importants. On en a besoin de tout. On a besoin de tout ce qui existe en fait comme métier. Et il n'y a pas de sous-métier.
Donc moi j'ai envie de dire, faites ce que vous avez envie de faire parce qu'on est bon là où on s'épanouit, là dans les choses qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Donc voilà, il faut perdre son temps. Quand on voit des gens, on voit des personnes qui font des grandes études, de brillantes études, qui ont des super boulots, qui gagnent beaucoup d'argent, et puis un jour, eh ben, ils font autre chose parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'épanouissaient pas. Et que plutôt que d'être trader ou banquier, eh ben, ils se sentaient mieux en train de cultiver, en train de toucher la terre, et donc c'est bien et c'est beau. Et donc, faut surtout faut surtout pas déconsidérer l'autre et être fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Ok, ok. Si vous devriez passer un message à vos amis, la famille ou collègues, ça serait quoi comme type de message? Ben écoute, moi en ce moment, comme type de message, j'ai envie de dire, ben, arrêtez de regarder ces news, hein. Euh, arrêtez d'écouter des fake news. Parlez à vos voisins, à vos voisines, quels qu'ils soient ou quelles qu'elles soient. Je vous assure que il y a des gens extraordinaires à nos gens, et, comme partout, et que voilà, et qu'écouter une chaîne qui vous fait peur, eh bien c'est complètement, c'est une perte de temps. Allez dehors, allez parler aux autres. Ok. Quelles sont les personnes que vous considérez comme des membres de votre famille? Bah, mes filles déjà, mes petits-fils, ma maman, mais ma famille, eh ben, ça peut être plein de gens, enfin voilà, des gens que je connais depuis longtemps, il y en a là autour de moi, et qui sont un peu ma famille, parce qu'on se voit pas tout le temps, mais on reste très proches, parce qu'on a vécu des choses ensemble, parce qu'on a vécu des choses parfois compliquées, et c'est ça ma famille. Ok. Ça fait quoi d'avoir été directrice de cabinet du maire à la mairie du 2e sur Paris? Ah bah ça a été extraordinaire. C'est quand il m'a embauchée, j'avais absolument pas le profil d'une directrice de cabinet puisque j'avais pas fait Sciences Po, que j'avais pas du tout fait les études qu'on fait en général pour être directeur ou directrice de cabinet. Mais il voulait quelqu'un de complémentaire et il voulait quelqu'un qui savait ce que c'était que la vraie vie en fait. Et donc ça m'a permis moi de grandir, de me rendre compte de ce que c'est que la chose publique. Et je trouve ça hyper intéressant de s'occuper de l'autre, des autres. Et puis, une chose que j'ai apprise, vraiment, c'était, nous dans le deuxième, hein, on était la première mairie écolo, la première avec 80% bio dans la restauration collective, des alternatives végétariennes et beaucoup de démocratie participative. Et notamment, on invitait les habitantes et les habitants pour chaque projet. Et parfois, ça partait dans tous les sens. Tout le monde s'engueulait. Enfin, tout le monde s'engueulait, oui, tout le monde s'engueulait. Et au bout on laissait crier, on laissait parler. Ensuite, on apaisait, on disait, bah, écoutez, on va travailler ensemble et le projet, on va le monter ensemble. Et ça m'a appris beaucoup. Et je trouvais ça intéressant. Et puis, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'est d'aider les personnes au bout du couloir qui arrivaient et qui avaient pas, qui avaient des difficultés. Et voilà, c'est vraiment s'occuper des autres. Juste, attends, t'as un petit truc à dire Un pour petit tes mot, filles ou pas? ah Juste oui, avant? oui, T'as un petit avant. message à transmettre à tes filles avant? À mes filles, mes filles, je les aime, je les adore. Et voilà, voilà. Tu les connais peut-être, mes Oui, filles, oui. non? Tu les as déjà Si, croisées? si, Ouais, oui, bon, on ouais. a fait pas mal de trucs avec toi, même. Oui, voilà. Donc mes filles, mes filles, ça a été mon moteur et bon, elles ont fait toutes leurs études à Nogent, hein, de la maternelle au lycée et elles sont chouettes, quoi. Et je les aime beaucoup. Voilà. Un petit mot pour la fin. Petit mot pour la fin, bah déjà je voulais vous remercier tous les deux parce que je vous Ouais, suis depuis quelques années. Ce que vous faites, c'est chouette et ouais. bravo, et bravo. D'accord. Et j'ai envie de vous dire un truc parce que ça me touche. Euh, Deux choses. La première chose, c'est pas loin d'ici, là, à 200 mètres, vit une maman avec ses 4 enfants dans un deux pièces, insalubre. Elle a 4 enfants, dont deux grandes qui font des études brillantes.
Et j'aimerais, avant la fin de l'année, enfin avant le mois de mars, qu'on arrive à la loger. Elle a une petite qui est porteuse, qui est en situation de handicap, et c'est vraiment quelqu'un de chouette, vraiment très chouette, qui a beaucoup bossé, qui a beaucoup aidé à la MJC à donner des cours pour les enfants, à faire du soutien scolaire. Et la dernière chose, bah, écoutez, moi je suis engagée politiquement, vous le savez, et j'espère que la liste écolo, socialiste, l'après, Génération S, fera un bon score parce qu'il y a besoin de diversité et il y a besoin aussi de gens qui portent une autre, d'autres méthodes et un autre programme que, ben, je sais plus combien il y a de listes à droite, 4, 5, je sais plus. Voilà, donc ça me paraît important. Ça marche. Passez Ok, de ok. bonnes fêtes de fin d'année, Ouais, un joyeux Noël Ouais. et ouais, très bonne fête de fin d'année. Et nous, on se retrouve avec Loïc demain ouais. pour l'émission Anime Zoveto. C'est ça, ouais. Merci à vous, Madame Annie Lamère, d'avoir répondu présent à l'invitation. Bah, c'était un bonheur et puis effectivement, joyeux Noël à toutes et à tous, hein, et Ouais. soyez sages que le Père Noël passe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Art Up. Et Merci. Et merci à toi, Annie, d'avoir répondu présente encore. Je t'en prie, mon Et merci à toi, Loïc. C'est toujours un immense plaisir d'animer avec toi les émissions. Y a pas de souci. Vous Ça êtes marche. chouettes, les garçons, bravo, hein.